Allô? Oui? Bon. Je me rapproche. Merci tout d'abord de nous avoir invités et pour cette table ronde. D'abord, je tiens à dire combien je suis heureuse de voir le déploiement, l'inventivité autour de ces prises en charge, parce que nous avons commencé dans un contexte extrêmement différent il y a une dizaine d'années, puisqu'à l'époque, et vous en parliez avec humour tout à l'heure en parlant de l'anonymat, c'était la règle d'or, c'est-à-dire que lorsque des associations sont venues nous voir, y compris des associations d'entraide du Conseil de l'Ordre, il nous avait été demandé d'être une unité extrêmement discrète, aux confins de territoire. Ça c'était notre implantation, puisque nous sommes à Villeneuve-les-Avignon, face à Avignon, donc on a un pied dans PACA, un pied dans l'Occitanie, et évidemment ça permettait quand même discrètement d'accueillir rapidement des médecins. À l'origine, c'était exclusivement des médecins qui venaient chez nous sous le couvert de l'anonymat complet, avec une référence à des modèles étrangers existants. Alors, je ne vais pas réécrire l'histoire, encore que cette histoire souvent nourrit celle actuelle, mais justement mon propos est de vous dire combien il est intéressant aussi d'évoluer, de se rendre compte des limites des modèles et de pouvoir changer et se dire, bien aujourd'hui, il faut en parler. Et c'est en cela que je trouve ce colloque intéressant aussi. Il faut en parler parce que si le sujet reste tabou ou discret, suivant le vocable que l'on préfère, eh bien, en tout état de cause, il est compliqué de prendre en charge ces patients, puisqu'ils deviennent patients, et c'est bien là tout le problème. Donc, nous avons ouvert il y a 8 ans, enfin il y a longtemps, donc nous étions déjà implantés, mais nous avons eu effectivement en 2011 une autorisation de l'ARS, qui était d'ailleurs bien complexe puisque cela n'existait pas, et toujours pareil, il fallait être discret. Donc comment afficher dans un SROS que l'on va faire évidemment une unité sans communiquer en quoi elle va consister? Donc, ce fut quelque chose d'assez étonnant. Mais ça s'est fait, voilà, et nous sommes là aujourd'hui pour avancer et témoigner de la suite des événements. Donc le cahier des charges, nous l'avons rédigé parce que l'on s'est rendu compte, et il y a eu un intervenant sur la table précédente qui l'a très bien dit, malheureusement il y a aussi le phénomène de mode autour de ce terme, et du coup on voit poindre effectivement des prises en charge qui n'ont de prise en charge que le nom, et qui parfois revêtent un exotisme assez incertain, voire certain même. En tout cas, d'où le désir que nous avons eu de rédiger un cahier des charges entre nous, afin, validé bien entendu avec l'ARS évidemment, afin de pouvoir s'entendre sur un socle commun. Alors, ce qui paraît parfois sur le papier, en fait, revêt tout à fait une autre dimension. Et mon propos, bien c'est justement, en général, on ne retient que les écueils. Donc mon propos, eh bien écoutez, une fois n'est pas coutume, je vais effectivement aller sur les points qui nous ont donné du fil à retordre, et si cela peut servir à d'autres unités, ou en tout cas à d'autres personnes qui s'occupent de ces prises en charge, eh bien tant mieux. Donc parmi les points, je dirais les écueils possibles, il y a l'accueil tout court. Alors l'accueil, c'est un point difficile, en particulier avec nos médecins ou nos infirmières libéraux, évidemment. Donc la question tout à l'heure était posée pour savoir si effectivement, alors c'était pas exactement sous cette forme-là, mais au niveau des appels, avec la croissance des aides-soignants et des infirmiers, je confirme, en tout cas à notre niveau, que nous avons en effet de plus en plus de paramédicaux et notamment d'aides-soignants qui demandent à bénéficier de ces parcours. Pour ce qui concerne donc l'accueil il est compliqué parce que nos médecins, avant d'arriver chez nous, nos médecins et nos libéraux en général, peuvent mettre plus d'1 mois avant d'arriver. D'abord parce qu'ils sont dans le déni ou parce que tout simplement, il faut organiser. Et organiser un remplacement, organiser lorsque la vie familiale est un petit peu perturbée, ça devient compliqué. Donc, effectivement, lorsque l'on voit dans le cahier des charges accueil à 72 heures, ça n'est pas tout à fait cela. C'est-à-dire que c'est beaucoup de temps en amont, et par contre, à partir du moment où tout ce travail en amont avec les associations d'entraide a été fait,
Là, on n'a plus 70 heures, parce que la fenêtre de tir, elle est très courte. Et il faut pouvoir accueillir extrêmement rapidement cette personne. Et on a souvent également les aidants, c'est-à-dire les familles autour, qui encouragent et qui disent « ça y est, il faut absolument, là il est prêt, ou elle est prête, accueillez-les ». Seulement pendant ce temps-là, eh bien, il va falloir organiser. Et là, c'est la directrice de l'établissement. Le médecin va libérer du temps, bien sûr, pour l'admission, mais vous avez toute une structure qu'il va falloir mettre en rang serré, je dirais, pour pouvoir accueillir le mieux possible cette personne qui peut arriver sous 24 heures. Bien entendu, il y a tous les cas d'urgence, ce que l'on voit donc sur la colonne, dans la colonne des expériences. Là aussi, il faut absolument accueillir quelqu'un demain. Là, il n'y a pas eu le mois ou la préadmission. Il faut évidemment accueillir cette personne. L'accueillir le mieux possible. Et on sait que ce temps-là, il est extrêmement délicat. Dans les premiers temps, nous avions parfois des demi-tours extrêmement rapides. Parce que, pourquoi ? On a des soignants qui arrivent, qui sont en situation de mal-être dans une unité soignante, et ils arrivent où ? Dans un établissement, une clinique ou un hôpital. Donc évidemment, nous avons beaucoup travaillé aussi sur ces éléments-là pour rendre notre clinique la plus, comment dire, confortable, la plus, on va plutôt dire la moins aseptisée possible. Voilà. Si je ne trouve pas de mots, c'est parce que ça nous a demandé beaucoup de travail. Beaucoup de travail pour ne pas tomber dans l'hôtellerie, pour rester dans le soin, et en même temps pour pouvoir apporter cette notion de chaleur et de beau qui est absolument indispensable, parce que derrière évidemment le burn-out ou le surmenage professionnel, ou peu importe le terme que l'on emploie, il y a évidemment d'autres pathologies. Alors c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais parfois le vase, il n'est pas plein d'eau. Donc il va falloir peut-être mettre en place aussi d'autres types de prise en charge autour ou à partir de ce signal d'alarme. Sur la slide suivante, sur celle précédente, je vais juste faire 2 petits points sur des éléments du cahier des charges qui aujourd'hui nous ont fait considérablement changer notre façon de travailler. Donc nous avons toujours mis en place, comme d'autres établissements, des groupes de travail, des groupes de parole très spécifiques pour cette patientèle qui effectivement a une problématique à elle, d'organisation du travail, a une problématique d'affirmation de soi dans certains cas. Donc oui, il y a des groupes. Seulement, on s'est rendu compte que nous avons des médecins, parfois, des infirmiers, qui ne veulent pas du tout retrouver leur père dans les groupes. Bien au contraire. Donc cela nous a posé quelques problèmes, parce qu'il a fallu, à ce moment-là, effectivement, organiser d'autres types de groupes pour pouvoir accueillir cette parole et jouer sur cette dynamique de groupe qui est précieuse. Ensuite, il y a ce que je disais tout à l'heure, d'autres pathologies sous-jacentes, qui peuvent être de l'addiction, qui peuvent être aussi de la dépression, etc. Nous avons des médecins autour de cette table qui en parleront certainement mieux que moi. Donc effectivement, il faut aussi répondre à cela. Tout cela a généré, nous avons 42 groupes par semaine, ce qui entraîne une logistique certaine. Et ensuite, et c'est là où je voulais vous faire part vraiment de cette expérience, nous nous sommes rendus compte de l'importance considérable de vraiment veiller à un nombre important de prises en charge individuelles, c'est-à-dire au-delà de ces groupes. Chaque patient, chaque médecin qui rentre dans ce parcours de soins, parce que c'est un vrai parcours de soins, va nous demander en fait de pouvoir être pris en charge, notamment par les psychologues. Donc, on parlait des psychologues sur la table ronde précédente. Nous avons toujours eu des psychologues, bien entendu, dans nos équipes, comme dans d'autres établissements. Alors ça, nous n'étions pas spécialement précurseurs. Cela dit, aujourd'hui, nous en avons 4, dont 2 qui sont vraiment dédiés pour cette formation-là. Donc, c'est vrai que cela nous demande aussi une organisation importante. Tous ces rendez-vous, il y en a plusieurs par jour, ce sont des prises en charge très courtes qui sont de 15 ou 3 semaines. En tout cas, elles ont été pensées comme cela. Aujourd'hui, on se rend compte qu'elles évoluent, elles sont un petit peu plus longues parce que malheureusement, les médecins et les infirmiers en particulier qui nous rejoignent ont beaucoup attendu, beaucoup trop attendu, d'où l'importance du dépistage. Et de ce fait, eh bien, la prise en charge est plus lourde.
Voilà. Donc sur ces rendez-vous individuels, je vous laisse imaginer, en psychologue, nous avons 88 rendez-vous à orchestrer toute la journée, enfin sur l'ensemble de la semaine, pardon. La journée serait quand même beaucoup pour 4, quand même. Ce ne sont pas des surhommes et des surfemmes, sinon c'est nous qui risquons d'avoir du personnel en burn-out. Donc c'est vrai que c'est intéressant de se rendre compte aussi de cette part du suivi individuel qui vient compléter un dispositif auquel nous n'avions pas nécessairement mis l'accent. Nous pensions d'abord à ces groupes. Voilà. Donc ça, c'est l'expérience à Bellerive. Ça ne veut pas dire que c'est une expérience qui est forcément reproductible ou nécessaire ailleurs. C'est vraiment le fruit de nos écueils à nous et de l'évolution des prises en charge chez nous. Voilà. En tout cas, une chose est certaine, on en parle peu ici, mais encore que la technologie est très présente, sans informatique, sans outils que nous développons en interne, il est évident que tout cela n'est pas possible, parce que c'est un travail de dentelière, mais de dentelière sur PAO. Parce qu'organiser en 24 heures un programme de soins en identifiant justement des groupes qui sont intéressants pour le patient, des rendez-vous avec le psychologue ou avec l'ergonome ou avec l'ergothérapeute ou avec l'assistante sociale, évidemment tout cela se tricote de façon très fine et naturellement il faut des équipes dédiées. Mais là j'enfonce une porte ouverte et je vais surtout m'arrêter là parce que je parle trop. Merci.